Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode, quatrième épisode de cette revue de presse désormais hebdomadaire, avec encore une fois 5 sujets qui ont fait l'actualité, que j'ai pioché, parce que je me suis dit que ce sont à peu près les 5 sujets les plus abordables et puis sur lesquels j'avais envie évidemment de revenir. Alors 5 sujets, tout d'abord le premier sujet c'est l'affaire du petit Hamza là, qui s'appelle la douane, un petit maghrébin de 14 ans, obèse, qui fait sa loi au canal Saint-Martin et qui asperge les gens, entre autres, de son pistolet à eau. Si vous payez 2 euros, ben, vous arrose pas. Si vous payez rien, il vous arrose, voilà, une forme de raquette, déjà à 14 ans, voilà, c'est précoce finalement dans, dans tout ce qui se réfère à la crapulerie, mais c'est pas tout, puisque il pique des choses aussi, là, il a piqué des téléphones portables, il pousse des gens dans l'eau, donc qu'est-ce qui peut arriver évidemment si une personne ne sait pas nager, bon, il le pousse dans le canal, il en a rien à foutre. Donc premier sujet, voilà, ce petit gros là qui fout la merde au canal Saint-Martin. Une triste affaire également, encore une fois, avec un adolescent qui a trouvé la mort à Narbonne, lynché par 4-5 types du même âge, je crois, enfin entre 17, 18, 19 ans, quoi. Des jeunes, quoi. On va parler également de l'affaire Ermolef à Monaco, avec cette attaque contre le milliardaire et entrepreneur ukrainien. Et puis, on va parler de la dette française, puisque on a eu les chiffres qui sont tombés ces derniers jours, puisque la dette française a désormais dépassé les 3500 milliards d'euros de déficit. Et on va parler enfin des allocations chômage, qui sont donc désormais non revalorisées. Alors, premier sujet, on va commencer par le petit gros, là, le petit Hamza, dit la douane, voilà, c'est comme ça qu'on l'appelle, c'est son surnom, il s'appelle la douane. Donc un adolescent de 14 ans, je vous l'ai dit, au niveau du canal Saint-Martin à Paris, donc rive droite, qui se balade avec un pistolet à eau à la main, qui arrose les passants, les cyclistes, et il s'improvise en faux péage, c'est-à-dire qu'il réclame de l'argent. Et au final, tout le monde trouve ça drôle, voilà, on le filme, ça devient une star sur Internet et même un personnage médiatique. Alors pendant que certains voient ça de manière assez rigolote, en mode un gamin qui fait la loi, d'autres justement au contraire le voient comme là aussi un symbole de l'ensauvagement et de cette jeunesse des quartiers populaires, encore une fois en perdition, et ce depuis... ouais, il y avait déjà ça dans les années 80, mais je dirais que ça a commencé à se propulser dans les années 90, non sans un certain rapport avec l'éclosion de tout ce qui se réfère à l'américanisation, puisque, bon, tout ce qui fait partie du rap, du tag, tout ça, bon, davantage américain, donc c'est un espèce de petits gamins issus du sous-prolétariat, du droit du sol, migratoire, qui a adopté, comme tous ses congénères, eh bien tout simplement cette forme d'adaptation culturelle, là aussi une américanisation du prolétariat. Donc, il y a un double prolétariat en fait. Prolétariat arriviste, d'Afrique du Nord qui se mêle à la culture de masse américaine. Donc voilà, donc ce petit gros est un symbole de cet ensauvagement, donc pour certains. Mais le sujet, c'est pas tellement ce personnage en lui-même, c'est ce que cette affaire dit en réalité de l'autorité. Parce que dans une société normale, une nuisance simple appelle une réponse simple. C'est-à-dire que quelqu'un trouble un lieu, gêne les passants, dégrade la tranquillité, menace ou humilie les autres, il est arrêté, exclu du lieu, il est responsabilisé, et là, comme il est mineur, les parents payent, s'il est mineur, pour réparation, évidemment, aux victimes. Mais dans notre société actuelle, même une incivilité ordinaire devient un problème insoluble. Pourquoi ? Tout simplement parce que l'espace public appartient théoriquement à tout le monde, donc, en réalité, à personne. Et oui, parce que le problème, il est bien là. Le problème, c'est davantage ce qui permet
ce genre de comportement. Qui est responsable du canal Saint-Martin? La mairie? La police? Est-ce que c'est les parents? Est-ce que c'est la justice des mineurs? Est-ce que ce sont les éducateurs, les riverains, les habitants, les passants, les services sociaux? Est-ce que c'est l'école? Est-ce que c'est l'État? C'est tout le monde un peu, donc personne vraiment. Et c'est encore une fois le problème classique, de tout ce qui se réfère à un bien public, c'est qu'il est de facto mal géré et ingérable, puisqu'on a une absence de propriété. C'est public, donc personne n'est propriétaire. Donc qui dit pas de propriétaire dit absence de responsabilité directe, et donc absence de tout ce qui se réfère à des idées de règles, de responsabilité, etc. Donc la différence fondamentale avec un espace privé, c'est que les choses seraient beaucoup plus simples, d'ores et déjà. Que ce soit un centre commercial, que ce soit une copropriété, une rue privée, un parc privé, un quartier géré par contrat, il y a des règles d'accès. Il y a des responsables, il y a des assurances, il y a des agents de sécu, il y a des exclusions qui sont possibles. Hein. Si quelqu'un enfreint une règle, bon, il dégage. Tout en ayant des réparations à exiger. Voilà. Donc l'ordre n'a pas besoin d'être spectaculaire, il a juste besoin d'être local, immédiat et contractuel. Mais dans l'espace public, à l'heure actuelle, tout remonte encore une fois à une machine lointaine, puisque la police elle hésite, c'est pas trop qu'est-ce qu'on fait, donc certains se sont amusés à jouer au pistolet à eau avec lui, voilà. Donc voilà où vont vos impôts, entre autres, hein, à financer des gens qui vont s'amuser à jouer au pistolet à eau avec un petit maghrébin obèse au canal Saint-Martin, voilà. Et puis la justice elle est temporise, parce qu'auquel cas il arrive quelque chose, on va dire mais non, mais il s'amuse, c'est un enfant, laissez-le, voilà. Et donc les parents eux-mêmes sont déresponsabilisés, parce que apparemment d'après ce que disait le gamin, le père est au courant, mais bon, ça n'a pas l'air de... Non, c'est normal, tout va bien, ça n'a pas l'air de le déranger, tout juste si le père ne l'encourage pas. Bon. En attendant, il y a les riverains qui subissent, et puis finalement, tous les médias transforment cette histoire en spectacle de désordre, finalement. Et l'enfant, il comprend vite que personne ne va vraiment jusqu'au bout. Et c'est pour ça que ce gamin continue, parce qu'il voit bien que les flics jouent avec lui, que personne vient le chercher, que personne n'ose y aller frontalement. Donc tous les jours il recommence, et tous les jours il fait sa loi, parce que personne vient lui mettre une droite dans la gueule, si j'ai envie de dire. Donc le problème il est là, c'est que il n'y a pas de responsabilité claire. Et cette impunité, l'idée d'impunité, naît souvent justement de l'absence de responsabilité claire. L'État prétend gérer l'espace public, mais il ne gère rien en réalité. Il le gère comme il gère souvent le reste, par abstraction, avec des règles générales, des procédures, des dispositifs, les éducateurs, mais en conséquence, il n'arrive pas à produire quelque chose de simple face à une nuisance simple. Dans une société libre, par exemple, les lieux auraient des responsables identifiables, c'est-à-dire que les nuisances seraient traitées comme des atteintes concrètes à des personnes et des propriétés. Donc les parents seraient financièrement responsables des actes de leurs enfants mineurs. Et les assureurs, eux, de leur côté, ils auraient intérêt à prévenir les comportements à risque, c'est-à-dire que les propriétaires auraient intérêt également à maintenir l'ordre, et les règles seraient connues, appliquées et contractuelles. Mais au contraire, ici, l'État a détruit toutes ces autorités intermédiaires. Il a affaibli les familles, il a bureaucratisé l'école, il a rendu la police hésitante, il a transformé la justice des mineurs en machine molle, et on s'étonne qu'un gamin puisse devenir une mascotte de l'impunité. Donc encore une fois, là on voit très bien que c'est un symptôme, puisque quand une société ne sait plus punir une petite nuisance, ou réparer une nuisance, eh bien, elle ne saura bientôt plus empêcher les grandes violences, parce que s'il n'est pas capable de faire pour les petits, il n'est pas capable de le faire pour les grands. Et donc ce qui est assez risible évidemment dans ce genre de contexte, c'est que cet État se drape évidemment de toutes les vertus possibles quand cela concerne les Russes depuis pas mal de temps. C'est
nous sommes forts, nous sommes prêts au combat, nous sommes prêts à mettre l'économie russe à genoux. Voilà, donc nous avons affaire à une institution qui se dit prête et beaucoup plus fort que le camp d'en face, et donc de facto à être prêt à affronter directement l'ogre russe, comme il l'appelle. Mais par contre, en ce qui concerne choper un petit obèse de 14 ans d'origine maghrébine qui fout la merde au canal Saint-Martin en plein centre de Paris, avec un pistolet à eau, il n'y a personne. Donc bon, je trouve ça quand même assez risible de faire le cadeau face aux Russes, sachant qu'on n'est même pas capable d'arrêter un petit gros au canal Saint-Martin. Donc bon, la vraie question là aussi, c'est pas faut-il rire ou s'indigner du comportement de ce jeune homme. Ça, encore une fois, c'est libre à chacun de trouver ça drôle ou non. D'une certaine manière, moi en fait, moi c'est les deux. Pour être tout à fait honnête, hein, si je rentre dans la morale, évidemment, alors non, ça ne me fait pas rire parce que c'est absolument grotesque. La situation aujourd'hui de ce pays montre finalement le déclin à outrance de tout, et là on voit bien que bon, tout ce qui se réfère à l'idée de respect, bon, tout ça a disparu évidemment depuis bien longtemps. Mais plus ça va, plus j'ai l'impression que les jeunes deviennent de plus en plus hargneux, surtout une jeunesse issue d'Afrique du Nord en matière générale. On les a tellement matrixés depuis les années 80, post-guerre d'Algérie, en leur disant que la France était un pays de racistes, collabos, que c'était un pays de merde, qui finissent tout simplement par un esprit de revanche coloniale, foutre la merde, quoi. Donc non, c'est pas drôle, et c'est un symbole finalement de cette déchéance de ce que devient ce pays de jour en jour. Et en même temps, ça me fait marrer parce que je me dis finalement l'État est tellement incompétent dans tout et n'importe quoi que ça me fait marrer qu'ils arrivent même pas à choper un petit gamin de 14 ans, un petit gros. Voilà, donc il y a une part de moi en tant que symbole de déchéance qui me fait un peu chier. Mais d'un autre côté, je me dis, ce gamin, quelque part, fait chier un peu l'État aussi, quoi. Donc, enfin, après, est-ce qu'il le fait chier vraiment ? Je sais pas. Enfin bon, on peut voir ça de différentes manières. Donc encore une fois, la vraie question, c'est pourquoi un espace sans propriété réelle, sans responsabilité directe et sans conséquences immédiates produit-il toujours le même résultat, c'est-à-dire l'impunité. Autre fait avec un jeune homme, mais cette fois-ci une victime, malheureusement. Deuxième sujet, donc en ce qui concerne le décès de ce jeune Louis, du côté de Narbonne, après une violente agression. On change évidemment totalement de gravité, on parle d'un adolescent qui a été tué, donc on a encore une fois une famille détruite, avec une violence extrême d'ailleurs. Et la question posée par cette affaire est assez brutale, c'est que vaut un système qui interdit pratiquement aux citoyens de se protéger eux-mêmes ? Leur demander de porter plainte, leur dire de faire confiance à la police et à la justice, mais qui ne garantit pas la sécurité réelle. Puisque toute la légitimité de l'État moderne repose sur une promesse, et vous abandonnez votre capacité de défense autonome, et en échange, nous vous protégeons. Donc en somme, nous avons le droit à ne vous défendez pas seul, ne répondez pas vous-même, ne vous organisez pas trop, appelez la police, portez plainte, et attendez la justice. Voilà, très bien. Mais dans ce cas-là, si la plainte ne protège pas, la promesse est brisée. Parce qu'un monopole de sécurité ne peut pas être jugé seulement sur ses intentions, il doit être jugé sur les résultats. Donc,
comme la dernière fois, je vais poser à peu près les mêmes questions. C'était à peu près les mêmes choses que j'avais posées quand j'avais parlé. Je crois que c'était la semaine dernière d'ailleurs des magistrats là dans le sud qui manifestaient pour se protéger eux-mêmes de leur conneries. Je vais reposer les mêmes questions. Protégez-vous les gens? Oui ou non? Protégez-vous les gens? Est-ce que vous empêchez les représailles? Est-ce que vous sanctionnez ou... Enfin, du moins, première chose, est-ce que vous sanctionnez rapidement les agresseurs? Et auquel cas, est-ce que vous réparez-vous plutôt le préjudice aux victimes? Faites-vous peur aux criminels ou plutôt aux honnêtes gens? Qui a peur finalement de la justice aujourd'hui, de tout ce qui se réfère à la police et compagnie? Est-ce que ce sont les honnêtes gens ou est-ce que ce sont les criminels? Si la réponse est non à chaque question, c'est qu'il y a un problème. C'est que le monopole doit être remis en cause. Puisque le problème, c'est qu'il interdit ou marginalise les alternatives. C'est-à-dire qu'on ne peut pas choisir librement sa sécurité, donc de choisir sa propre police. On ne peut pas choisir librement son tribunal. On ne peut pas choisir librement un système de protection concurrent. Et donc on se retrouve à financer par l'impôt un service obligatoire, qu'il fonctionne ou non. Je le rappelle encore une fois, mais ce sont toujours les mêmes thématiques. Encore une fois, dans un marché libre, un service de sécurité qui échoue, de facto, il perd ses clients. Une assurance qui protège mal verrait les assurés partir, un tribunal arbitral lent ou incompétent, il serait évité, et une agence qui est incapable d'empêcher les représailles, elle perdrait là aussi sa réputation. Et dans le système public, l'échec, encore une fois, je le rappelle là aussi, devient souvent une demande de budget. Nous avons échoué, nous demandons plus d'argent, plus de moyens, et c'est juste interminable. Et donc c'est ça le vrai scandale du monopole, c'est-à-dire que j'entends beaucoup de gens qui me disent oui, mais dans une société libre, ce serait la loi de la jungle. Absolument pas, ce serait même l'inverse. Parce que ça reposerait sur des contrats, des assurances, des agences de protection, des arbitrages privés, des règles de responsabilité, des réparations, des garanties de protection, des mécanismes de prévention. Et donc la vraie jungle, c'est surtout de dépendre d'un monopole qui arrive systématiquement trop tard. On nous répète toujours, si chacun se défend soi-même, ça sera le chaos. Mais sauf que le chaos, il existe déjà, quand les victimes ne sont pas protégées, et quand les agresseurs, de l'autre côté, ne craignent pas grand-chose, quand la plainte devient un signal de vulnérabilité, ou même quand les familles n'obtiennent que des procédures après les funérailles. Donc la question, c'est pas d'appeler à la vengeance, parce que la vengeance, finalement, c'est destructrice, aveugle, puis ça n'a pas de sens. Mais la protection, c'est pas la vengeance, la protection, c'est un droit naturel. Parce qu'un individu possède son corps, il possède sa vie, sa propriété. Il a donc le droit de se défendre et de déléguer cette défense à qui il veut, tant que cette défense respecte la responsabilité et la proportion. Or, l'État moderne a capturé ce droit. Il a transformé la sécurité en service public obligatoire. Il a transformé les citoyens en demandeurs d'intervention. Et quand l'intervention échoue, il demande encore de la patience. Et non, ça ne fonctionne pas comme ça. Si l'État veut le monopole de la sécurité, il doit garantir la sécurité. S'il ne la garantit pas, il ne peut plus moralement interdire toutes les autres concurrences et alternatives concurrentes. Donc l'affaire Louis pose une question immense, c'est-à-dire combien de drames faut-il encore pour admettre que la sécurité et la justice ne devraient pas être des monopoles publics, mais des services responsables, concurrents, contractuels et évalués sur leurs résultats. Sinon on s'en sortira jamais, et des affaires Louis vont en arriver tous les jours comme si c'est ce qui se passe depuis 200 ans. Le troisième sujet concerne l'attaque qui s'est produite à Monaco envers Vadim Molaev. Donc si on rappelle l'affaire par mots-clés, on a oligarque ukrainien, Monaco, fortune, multiples nationalités, sanctions ukrainiennes, liens économiques troubles, réseau opaque, et donc fortiori tentative d'assassinat. Et donc déjà rien que le décor suffit finalement à fissurer tout le récit officiel, parce que depuis 4 ans, depuis
l'invasion russe, on nous parle de l'Ukraine de manière assez abstraite, hein, comme une démocratie pure, avec un peuple héroïque, une Europe en résistance, un camp du bien contre le camp du mal, de cet ogre russe, de cet ours malfamé. Voilà, et donc toute critique devient encore une fois suspecte, parce que toute question sur l'argent devient de facto pro-russe. Et oui, puisque j'ai été moi-même victime de cette... je sais même pas comment on peut dire, cette cabale. C'est une petite cabale, hein, évidemment. La petite cabale au fond du jardin. Et donc, j'avais sorti une vidéo il n'y a pas très longtemps sur la corruption ukrainienne au travers des États-Unis, de l'Europe, enfin l'Union européenne, des Anglais, avec pas mal de trucs vraiment particuliers et salaces quand même qui se passent dans ce pays. Et donc, ce qui m'a valu d'être traité de pro-russe, évidemment, puisque vous ne pouvez pas être neutre. Il faut choisir un camp, puisque, évidemment, le monde est tellement simple qu'on ne peut le voir qu'une façon binaire et manichéenne. C'est le bien, le mal, le blanc, le noir, la droite, la gauche. Et vous ne pouvez donc pas parler de la corruption ukrainienne pour parler de la corruption ukrainienne. Si vous parlez de la corruption ukrainienne, c'est que vous êtes forcément de l'autre côté. Je ne sais pas qui a dit ça, mais c'est ce qui se dit, c'est ce qui se pense en majorité. Donc bon, ok. Donc je vais encore une fois parler de cette corruption ukrainienne, ce qui va très certainement me valoir encore une fois d'être traité de pro-russe, mais j'ai envie de dire à ces gens-là, allez tous vous faire comme dirait le célèbre Jean-Marie Bigard. Voilà, et donc toute réserve sur les aides occidentales devient là aussi une trahison morale selon ces gens-là. Donc bon. D'accord, très bien. Donc on nous dit que voilà, l'Ukraine c'est génial, c'est formidable. Je vais pas énumérer évidemment tous les mots de la propagande européenne pour qualifier ce pays corrompu. En tout cas, une chose est sûre, c'est que la guerre finalement simplifie toujours le réel. C'est-à-dire que l'État adore la guerre parce qu'elle produit un récit moral simple, c'est nous contre eux, le bien contre le mal, avec tout cet esprit de solidarité, d'urgence, de sacrifice, etc. Et derrière tout ça, ça permet la circulation d'argent, puisque comme c'est au travers de la solidarité, faut donner. Voilà. Donc on a des aides militaires en milliards, on a des aides budgétaires, on a des contrats d'armement, on a des subventions européennes, des prêts internationaux, on a des marchés publics, des influences diplomatiques, des réseaux d'affaires, et puis la guerre, c'est non pas uniquement une tragédie militaire, c'est aussi et surtout une redistribution de pouvoir et d'argent. Et donc c'est pour ça qu'encore une fois, cette affaire Ermolaev est assez intéressante, surtout en ce qui concerne le climat actuel depuis, je dirais 4 ans, enfin techniquement depuis 2014, parce que c'est quand même une guerre civile, mais la guerre civile a changé évidemment de level à partir du moment où les Russes sont arrivés pour, je cite, l'opération spéciale, comme ils disent. Et donc, elle rappelle évidemment qu'un pays en guerre, il n'est pas soudainement purifié par son statut de victime, puisque un État agressé peut être corrompu, on peut avoir un peuple qui souffre alors que les élites s'enrichissent, et puis une cause qui peut être juste sur un plan et trouble sur une autre, et une aide peut être moralement défendue et même économiquement capturée. Donc non, la réalité n'est pas aussi simple que ça, elle est assez complexe, et la propagande, elle, ne l'est jamais. Le citoyen européen, lui, il a parfaitement le droit de demander des comptes, parce que c'est lui qui paye. Parce que si les aides étaient volontaires, chacun ferait son choix. Ceux qui veulent financer l'Ukraine, financeraient l'Ukraine. Ceux qui veulent aider les civils, ils aideraient les civils. Ceux qui veulent financer des armes, financeraient des armes. Et ceux qui refusent, ils seraient pas forcés. Mais c'est pas comme ça que ça fonctionne, puisque l'argent est prélevé, redistribué et décidé par des gouvernements, des commissions, des institutions internationales. Et donc la question du contrôle devient centrale, c'est où va l'argent ?
qui reçoit, qui vérifie, qui détourne, qui profite, quels sont les oligarques qui se repositionnent, quels sont les réseaux économiques, qui paiera à la fin si tout finit dans la poche des mêmes. Et donc ces questions sont légitimes, précisément parce que le financement n'est absolument pas volontaire, puisque l'État vous impose une solidarité extérieure, puis vous interdit moralement de demander des comptes. Voilà, je trouve ça inacceptable, mais surtout l'affaire Hermolev ne dit pas tout, elle ne prouve pas tout, mais elle rappelle quand même une chose essentielle, c'est que derrière les récits géopolitiques propres, il y a toujours des intérêts qui sont sales. Et ceux qui payent ont le droit de les regarder en face. Et donc la vraie question, c'est pas êtes-vous pour l'Ukraine ou pour la Russie, c'est plutôt pourquoi le contribuable européen devrait-il financer un récit de guerre dont on lui cache les zones grises. Je rentrerai davantage dans tout ce qui entoure les crapuleries d'Hermolev et l'argent d'État, etc. Je vais vraiment parler de cette affaire de manière beaucoup plus approfondie dans une prochaine vidéo. Là, évidemment, comme c'est une revue de presse, je prends les infos telles qu'elles sont d'actualité pour en faire un mélange évidemment assez rapide, une vision assez furtive de l'actualité, tout en rappelant évidemment les différents principes, etc. Mais en tout cas, je vais reprendre ce sujet de manière beaucoup plus garnie, beaucoup plus complète. Je vais évidemment vous parler de qui est Hermolev et ce qu'il y a potentiellement derrière, évidemment. Donc ce sera dans une prochaine vidéo, donc je vais vraiment rentrer dans le dur et de manière plus complète dans une prochaine vidéo uniquement là-dessus. Donc restez là, abonnez-vous pour ne rien louper de cette prochaine vidéo. Quatrième sujet désormais, c'est ce qui concerne la dette française qui vient de dépasser les 3500 milliards d'euros. Et donc ce chiffre est tellement gigantesque, décidément, je vais pas y arriver aujourd'hui, qui devient presque abstrait en fait. Et c'est à mon avis, c'est tellement devenu énorme que cette énormité protège elle-même la dette. On est un peu dans la même idée que tellement c'est gros, c'est pas possible. C'est un peu ce que je faisais comme reproche aux différentes élites prises dans les histoires d'Epstein et autres. C'est-à-dire que c'est tellement énorme, c'est tellement gros, que quand on le racontait à l'époque, des gens disaient mais non, mais n'importe quoi, mais des milliardaires qui se réunissent sur une île, machin, avec un avion qui s'appelle le Lolita Express et tout, machin. Voilà, parce que les gens normaux ne peuvent pas, évidemment, se dire qu'il y a comme ça des atrocités dans le monde. Évidemment, ça se fait étape par étape, quoi. Le cerveau doit y avoir un truc psychologique qui fait que ça bloque et qu'on se dit que c'est pas possible parce que c'est tellement énorme que ça passe pas. Il y a une barrière à franchir. Et je pense qu'on est un peu dans le même système, c'est-à-dire que 3500 milliards, c'est 100 euros, 1000 euros, 100 000 euros, on sait pas presque ce que c'est. 3500 milliards, c'est tellement gros qu'on n'a même pas d'ordre d'idée, d'ordre de valeur. On l'entend, et puis le problème, c'est qu'on passe rapidement à autre chose, quoi. Comme si c'était un phénomène naturel, comme la pluie, le vent, quoi. Mais la dette publique, c'est pas un phénomène naturel, hein, c'est un vol temporel. Et donc, c'est-à-dire que la dette, ça permet à l'État de dépenser, de subventionner, d'acheter la paix sociale, de financer ses clientèles pour maintenant, tout en faisant payer plus tard les gens qui n'étaient pas là au moment de la décision. C'est-à-dire que l'impôt classique prend aujourd'hui et la dette prend demain. Ça veut dire. En fait, c'est l'impôt sur les prochaines générations, c'est l'impôt sur les enfants à naître, quoi. Donc, à peine nées, même pas nées, les générations futures sont déjà endettées, alors qu'elles n'ont absolument rien signé, n'ont rien voté, elles n'ont rien négocié, puis elles n'ont surtout pas choisi les dépenses, les politiques, les retraites, les subventions, etc., etc. Mais elles paieront. Voilà, ça c'est sûr. Et donc, on est encore une fois dans une forme de servitude fiscale et héréditaire, c'est-à-dire qu'on parle de solidarité entre générations. En réalité, c'est du pillage entre générations.
puisqu'une classe politique, elle dépense, il y a une génération qui profite, et puis une autre génération qui rembourse. Et tout ça sous le nom noble de continuité de l'État. Mais l'État n'a pas d'argent. Il n'a que 3 moyens, qui est de taxer, d'emprunter ou alors d'imprimer et d'évaluer indirectement par l'inflation. Et dans tous les cas, quelqu'un paye, parce que le contribuable actuel, il paye tout ça par l'impôt. Le contribuable futur, il le paye par la dette. Et l'épargnant, il le paye par l'inflation. Et le travailleur, par exemple, il le paye par les charges, l'entrepreneur par la fiscalité, et le consommateur par les prix. Et donc finalement, la dette, elle supprime jamais le coût, elle le déplace. Et c'est ce déplacement qui est immoral. Dans une société libre, une dette engage celui qui la contracte. Si vous empruntez, vous remboursez. Si une entreprise emprunte mal, elle fait faillite. Si un particulier s'endette trop, eh ben, il en subit les conséquences. Mais l'État, lui, il emprunte sur le dos des autres. C'est-à-dire que le ministre, jamais il rembourse personnellement, le député il met pas sa maison en garantie, le haut fonctionnaire il risque pas son patrimoine, et puis le président il engage pas ses propres enfants, par exemple. Donc eux n'engagent absolument rien là-dessus, c'est-à-dire qu'ils engagent les vôtres en fait. Et c'est pour ça que la dette publique, c'est une dette sans consentement réel, imposée à des personnes qui ne peuvent ni sortir du système ni refuser l'héritage fiscal. Et pourquoi faire ? Eh bien souvent, c'est pas pour investir dans un avenir productif, etc. C'est pour maintenir un présent qui ne tient plus. C'est-à-dire le fonctionnement courant, les prestats, la bureaucratie, les intérêts, la dépense sociale, le clientélisme électoral, les subventions, les plans d'urgence, voilà. Donc en fait, on s'endette pour continuer à faire semblant et pour que tous les membres de la petite mafia continuent à bouffer dans la gamelle. Mais le réel revient. Et lorsque le réel revient, il y a 3 issues. C'est en général quand... quand je disais tout à l'heure qu'on s'endettait pour continuer à faire semblant, c'est faire semblant que le modèle est soutenable, c'est faire semblant que l'État protège tout le monde, faire semblant que les dépenses publiques la richesse, et faire semblant que la dette n'est pas un problème tant que les marchés prêtent. Et c'est là justement que le réel revient. Et lorsque le réel revient, il n'y a que 3 issues, selon eux. C'est plus d'impôts, moins de prestations ou de l'inflation. Et souvent les 3. Et la dette, c'est une atteinte directement à la liberté future. Parce que plus elle augmente, plus les choix futurs diminuent. Et donc plus l'État a promis hier, plus les individus demain seront contraints. Donc la vraie question, c'est pas la dette est-elle soutenable, c'est plutôt de quel droit une génération politique engage-t-elle le travail futur de gens qui n'ont jamais consenti à ces dépenses. Et puis, dernier sujet, ça concerne l'assurance sans contrat au niveau du chômage. Les allocations chômage là, qui seront non revalorisées là, depuis quelques jours, depuis le 1er juillet, je crois. Bon, en apparence, le sujet a l'air assez technique, puisque en vrai, bon, les montants bougent pas, les partenaires sociaux n'ont pas trouvé d'accord, et on a l'UNEDIC qui est un peu gelé. Donc les bénéficiaires, ils attendent, et les experts commentent, voilà, un peu comme d'habitude. Mais ce petit événement administratif qui est passé complètement sous les radars, en fait, il révèle quand même une grande vérité, c'est-à-dire que l'assurance chômage française, c'est pas du tout une assurance libre, on le voit encore plus, parce que une assurance libre, elle repose sur un contrat. Vous choisissez un prestataire, vous choisissez des garanties, vous acceptez des conditions, et puis vous payez une prime, et en cas de sinistre, l'assureur applique le contrat. Mais ici, c'est pas ça, c'est vous cotisez parce que le système l'impose, les règles changent politiquement, les durées, les montants, les conditions, les revalorisations, tout ça, ça change. Et les droits aussi changent au gré des arbitrages sociaux, budgétaires et politiques. Et donc on appelle ça une assurance, mais le cotisant, c'est pas vraiment un client, il est captif en fait. Il est captif, donc il attend la décision, il subit la réforme, il finance le système général, et en fait il dépend. Il dépend de tout. Il peut pas comparer, il dépend de ça. Donc le problème, c'est l'État-providence. C'est-à-dire qu'il protège pas, en fait, il absorbe les protections alternatives. Il prend la place des assurances privées, des mutuelles libres, de l'épargne individuelle, des caisses pro-volontaires, des solidarités locales, des contrats adaptés, des sociétés de secours mutuels. Et une fois que tout le monde dépend de lui, il présente cette dépendance comme une preuve de nécessité. Donc c'est le fonctionnement classique du monopole. C'est-à-dire qu'il détruit ou marginalise les alternatives et il explique que sans lui, les gens seraient perdus.
Et donc le chômage non revalorisé montre ce qui arrive quand la promesse rencontre finalement les limites financières. On vous dit cotisez, obéissez, laissez-nous organiser la protection, puis un jour les comptes se tendent, alors on gèle, on durcit, on réforme, on décale, on module, et on explique que c'est nécessaire. Encore une fois, pourquoi le cotisant n'a-t-il pas le choix ? Pourquoi il ne pourrait pas choisir une assurance chômage privée ? Pourquoi il ne pourrait pas capitaliser lui-même une partie de sa propre protection ? Pourquoi des professions ne pourraient-elles pas s'organiser ou organiser leur propre caisse ? Pourquoi un salarié serait-il obligé de financer un système dont les règles changent sans cesse ? Pourquoi l'État devrait-il avoir le monopole de la protection sociale ? Donc la réponse est simple, parce que la protection sociale, c'est pas seulement une protection, c'est un instrument de pouvoir. C'est celui qui contrôle votre protection, contrôle votre dépendance en fait. Et l'État-providence, il transforme les individus en débiteurs psychologiques. Il leur dit, sans moi, vous n'êtes rien, sans moi, vous n'aurez pas de revenus, pas de soins, pas de retraite, pas de sécurité, pas de secours, blablabla. Mais ce qu'il oublie de dire, c'est qu'il a d'abord prélevé l'argent. Il a détruit la concurrence, il a capturé les solidarités, il a rendu les individus dépendants de lui. Donc la vraie solidarité, elle n'a pas besoin de monopole. Elle peut être familiale, locale, associative, volontaire, assurantielle, professionnelle. Alors que la solidarité d'État, elle est financée par contrainte administrée par bureaucratie. Et quand la bureaucratie ne tient plus ses promesses, eh ben, le citoyen découvre qu'il n'avait pas de contrat, il avait une promesse politique. Encore une fois, la question ici, c'est donc pas fallait-il revaloriser les allocations chômage cette année ? C'est pourquoi notre protection contre le chômage dépend-elle d'un système obligatoire dont personne n'a vraiment choisi les règles ? Ça, c'est la vraie question. Voilà donc pour ces 5 sujets de cette revue de presse, tous ces sujets qui individuellement sont différents, mais qui finalement ont une même logique qui apparaît. On a pu voir que l'État promet l'ordre encore une fois, mais produit ce qu'on appelle l'impunité. Il promet la sécurité, mais interdit les alternatives. Il promet la solidarité, mais prélève par la contrainte. Il promet la protection, mais rend captif. Il promet l'avenir, mais l'hypothèque. Et puis il promet la justice, mais il conserve le monopole lorsqu'il échoue. Alors qu'une société libre devrait fonctionner autrement, avec des responsabilités, des contrats, des protections, des assurances, des justices privées, des sécurités contractuelles, etc. Parce que oui, la liberté, c'est pas le chaos. La liberté, c'est l'ordre sans monopole, c'est la justice sans caste, c'est la sécurité sans dépendance, c'est la solidarité sans la contrainte, et la responsabilité sans échappatoire. Alors merci encore une fois d'avoir suivi cette nouvelle Gazette Libre. On se donne rendez-vous très prochainement pour d'autres vidéos, mais d'autant plus bien dans une semaine tout pile. Encore une fois, dans la soirée de jeudi à vendredi pour un 5e épisode de cette revue de presse. Comme promis, on se retrouve prochainement pour une vidéo entière consacrée à Hermolef et tout ce que cela implique. Donc ce sera, je sais pas, dans quelques jours, je pense. Je sais pas encore quand je la sortirai, mais ce sera soit ce week-end, soit dans le début de la semaine prochaine. Voilà, je vous souhaite en attendant une excellente soirée.